Bien, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Très heureux de vous accueillir pour un moment qui est un moment évidemment important pour la ville de Vichy, puisque c'est le grand retour du prix Valéry Larbaud à Vichy. Vous savez qu'il a été interrompu un certain nombre d'années, depuis 2020, parce que la dernière fois que nous avons remis sur cette scène le dernier prix Valéry Larbaud, c'était en 2020, et il y avait eu une interruption. Et donc nous avons, avec l'association, et je tiens à saluer et remercier les membres du jury ici présents, vous pouvez les applaudir d'ailleurs. Nous avons décidé donc de relancer ce prix qui est important pour la ville de Vichy, pour déjà honorer la mémoire de Valéry Larbaud, qui est, vous le savez, un auteur extrêmement important pour Vichy, extrêmement important pour le rayonnement de la ville de Vichy. Donc c'est un moment fort culturel sur notre ville que la relance de ce prix, et je cède immédiatement la parole au président d'association, et je le remercie avec l'ensemble des membres du jury pour tout le travail accompli ces derniers mois. Très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Je salue Madame la préfète de l'Allier qui nous fait l'honneur d'être présent. Monsieur le maire de Vichy, président de la communauté de communes du Val d'Allier. Madame l'adjointe à la culture qui nous a beaucoup aidés, secondés. Voilà, chers élus, les amis de la médiathèque Valéry Larbaud, qui est une cheville ouvrière aussi, qui vraiment maintient la flamme et le souvenir de Valéry Larbaud et qui accueille très bien les chercheurs. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser à notre chère lauréate, si elle peut venir. Alors, chère lauréate, Madame Rancé, dans le prologue qui précède Bella Italia, vous évoquez le secret de l'Italie, le pays où l'on peut goûter cette joie provoquée par un art de vivre. Voici la clé qui nous rapproche de Valéry Larbaud, qui considérait l'Italie comme étant sa seconde patrie. Votre ouvrage que vous nous avez fait la grâce d'écrire va bien au-delà du guide de voyage et s'apparente à la critique que Valéry Larbaud fit de deux ouvrages de Samuel Butler, Alpes et Sanctuaires et Ex Voto. Je cite Larbaud, « Chez Butler, les œuvres d'art de l'Italie nous apparaissent sur le même plan que la vie italienne. Elles en font partie, comme les gens, comme le paysage, comme la langue, les dialectes, les coutumes, la nourriture et les vins. » Et recoupe ce que le poète italien Violeno Fiumi, dans son article « L'Italia di Valéry Larbaud », Valéry Larbaud est un hyper-subjectif. Son Italie n'est pas photographique, mais lyrique. Car il y a bien dans l'itinéraire amoureux une veine lyrique, mais aussi mêlée de réalisme, ce qui fait votre singularité. Comme la lumière qui est l'architecte suprême de Venise, ou comme les grandes orgues de marbre qui jaillissent au ciel, vision externe de la cathédrale de Milan. Mais le réalisme est bien présent lorsque vous évoquez l'engagement de l'abbé Ciotti dans la lutte contre le crime organisé. De Gênes à Turin, puis Milan, les Grands Lacs, Vérone, Venise, Florence, Sienne et bien sûr la ville éternelle, Rome, nous sommes accompagnés par toute une cohorte d'écrivains italiens et européens, de compositeurs dont certains méritent d'être découverts, d'historiens de l'art, qui témoignent d'une érudition joyeuse, et parmi les écrivains italiens nommés, comment ne pas citer Giacomo Leopardi, figure du romantisme italien, dont la vie et l'œuvre suscitaient un intérêt particulier pour Larbaud, si bien qu'il voulut visiter Recanati, l'Enaccio Borgo Selvaggio, son lieu de naissance, en compagnie de son ami l'écrivain Mario Puccini, qui lui récita le poème L'Infini, le poème par excellence de Leopardi, moment inoubliable relaté dans la lettre d'Italie.
Par ce jeu des affinités électives, vous entrez, Madame, dans le cercle des femmes de lettres dont l'œuvre aurait été aimée par Valérie Larbaud. Merci. Merci beaucoup, Président Brissot. Alors, avant de commencer, quand même, je voudrais remercier Monsieur le maire, cher Frédéric Aguilera, pour son investissement sans faille, à la fois dans la relance du prix Larbaud et puis également dans le soutien très actif que vous apportez à notre association. Et mes remerciements s'adressent également à Madame l'adjointe déléguée à la culture, chère Aurélie Pacheco. Alors, je remercie également les responsables de la médiathèque Valérie Larbaud. Alors, c'est important quand on remet le prix Valérie Larbaud, parce que, comme je le dis souvent, le prix Valérie Larbaud, l'association, a pour berceau la médiathèque. Je crois qu'il faut remercier également Monsieur Laposterle, qui a beaucoup de travail aujourd'hui. Et puis, toutes mes félicitations s'adressent donc à Madame Christiane Rancé pour cet ouvrage qui, il faut le dire, nous a enchantés. Il faut dire que le sujet, l'Italie, s'y prêtait. Alors, contrairement à notre président Brissot, j'ai un défaut, je n'habite pas à Vichy. Personne n'est parfait, mais enfin je compense ce défaut en habitant dans une autre ville d'eau, à Aix-en-Provence, où je vis et je travaille. Et Aix-en-Provence, c'est un peu la banlieue de l'Italie. Et j'ai l'occasion d'y passer, je dois dire, une partie de l'année. Et Dieu sait si j'ai été sensible à ce récit. Et ça a été le cas donc avec les membres du jury qui sont représentés ici, Amélie Ouzou et Delphine Viellard, qui d'ailleurs, Delphine nous a présenté ce très beau récit de voyage qui a fait l'unanimité. Alors je vais dire moi aussi quelques mots à ma manière sur ce très beau texte. Alors nous avons simplement 2 minutes comme temps de parole, donc il faut être très concis. Alors Paul Morand avait écrit un livre sur l'Italie, Venise, c'était qu'une seule ville. Et là, finalement, vous vous êtes attaqué à énormément de villes italiennes pour notre plus grand plaisir. Et alors, ce qui m'a surpris dans cet ouvrage, et ce que nous avons beaucoup aimé, c'est un discours sur les émotions italiennes. Je crois que là, c'est tout à fait frappant pour ceux qui liront cet ouvrage. Alors, ces émotions italiennes, eh bien, par exemple, il y a ces très beaux passages au bord du lac Majeur, entre Baveno et Stresa, où on ressent en Italie, eh bien, c'est une impression d'Europe. Et ça, je crois que vous l'avez fort bien montré. Moi-même, quand je suis dans cette région, j'essaye de m'expliquer cette impression d'Europe, ce concentré d'Europe qu'on trouve au bord de ces lacs, et vous l'avez décrit. Alors en plus, il y a quelque chose qui nous fascine en France, nous Français, c'est le style italien. Oui. Alors les Italiens appellent ça la sprezzatura. Et alors bon, c'est un mélange de décontraction, etc. C'est un véritable fait de civilisation en Italie. Et alors il y a des pages merveilleuse pour définir ce qu'est la sprezzatura. Alors d'autres émotions italiennes, par exemple à Turin. Alors là, c'est une expérience que nous avons eue en commun à Turin, parce que vous montrez que la ville a été complètement rénovée, et quand on a connu la ville dans les années 70-80, c'était une ville assez noire, industrielle, puis alors quand on arrive maintenant, c'est un véritable enchantement, et je crois que cette scoperta de Turin, bien, je pense que ça vérifie la belle phrase
que vous donnez à la fin de votre livre. Alors je révèle la fin, enfin bon, c'est un récit de voyage, donc il n'y a pas un suspense, si vous voulez, très développé, si je puis dire. Et quand vous citez la phrase du Gattopardo, dit Leopardi, qui est « il faut que tout change ». Pour que rien ne change. Et alors, à propos de Turin, je pense qu'on a cette impression. Alors, je terminerai en disant qu'il y a un écrivain contemporain du voyage qui parle des interstices du voyage. C'est-à-dire, quand il est dans des pays européens, les pays européens, bon, bien sûr, sont des pays que nous connaissons tous, hein, les guides de voyage sont très développés. Alors, comment découvrir de l'inédit ? Et je crois que vous avez ouvert un peu, à propos de l'Italie, ces interstices du voyage. J'en donnerai un seul exemple sur la Piazza Navone. Parler de la Piazza Navone à Rome, c'est quand même difficile, hein, après toute la tradition des écrivains européens et notamment français. Alors, vous trouvez la nuit, Piazza Navone, alors là, vous éclairez, si je puis dire, cette place sous un angle inédit, et c'est la nuit, il n'y a rien, et il y a simplement alors j'essaye de vous citer, des chaises oubliées sur les pavés noirs. Des chaises oubliées sur les pavés noirs. Alors c'est ça, je pense, à ouvrir les interstices du voyage. Et c'est cette belle phrase, c'est peut-être le départ d'un poème en prose. Alors il faut terminer, et quand on vous lit, il y a quand même, et là il faut rendre hommage à Valéry Larbaud, il y a quand même un besoin irrépressible d'Italie et un besoin irrépressible de parler italien que vous avez fait naître. C'est pourquoi siamo felici tante per lei et anche Valéry Larbaud. Alors nous sommes en française, nous sommes très heureux donc de remettre le prix Valéry Larbaud de la critique à Madame Christiane Rancé. Bonjour, merci de votre accueil. Alors, je voulais vous dire que c'est trop peu de dire combien ce prix Valéry Larbaud m'honore. En vérité, il m'adoube, non pas d'un plat d'épée sur l'épaule comme à celle des chevaliers, mais du nom même de ce poète considérable, admiré dès mon adolescence. À 15 ans, je voulais écrire comme Rimbaud et vivre comme Barnabooth, son héros, son double d'encre et de papier. Valéry Larbaud m'a inoculé le goût de l'ailleurs, qu'il évoqua comme nul autre, et celui des voyages pour l'explorer. Voyage au pays de l'enfance et des petites filles, dont il a si bien révélé la connivence avec ce que la vie a de plus secret et de plus mystérieux. Voyage de la mémoire, sans qui le passé meurt, dans le singulier équipage de nostalgie et d'humour qui fut le sien. Enfin, les évasions géographiques vers des pays approchés lentement pour que les rencontres aient lieu, avec cette délicatesse qui oblige à prendre son temps pour que les amitiés surgissent. Car c'est un autre point qui m'émeut au plus haut point, au plus profond chez Larbaud, son sens de l'amitié et sa fidélité aux êtres dont témoigne sa curiosité pour eux, ses traductions et sa correspondance, sa fidélité aux lieux, ainsi aux bibliothèques, ainsi à ce Bourbonnais, à cette ville de Vichy qui m'accueille aujourd'hui, et qu'il sut transporter dans sa prose, dans ses livres, dans ses vers, comme il l'écrit dans une lettre à son ami Alain Fournier, le vent de notre pays qui sait porter notre musique. Enfin, il y a son amour pour l'Italie, le plus aimable des pays, ainsi qu'il l'appelle, son amour pour Gênes où il aima, pour Florence et pour Rome qu'il aima plus que tout et où il rêva de vivre dans cette lumière oblique dont il timbra son écriture. Pour cela aussi, je remercie tous les membres du jury d'avoir accordé ce prix à mon Bella Italia,
tant j'ai voulu exprimer dans les pages de cet itinéraire amoureux ce que Valérie Larbaud avait semé en moi, le désir de rendre aux mots, aux êtres et aux paysages l'âme de ce qu'il nomme. Je remercie le jury d'avoir perçu un écho du poète dans ce voyage amoureux, dans cet itinéraire amoureux, dans ce voyage intime. Je remercie, par-delà les années, Valérie Larbaud, et j'emprunte l'expression à son ami Saint John Perse, pour avoir si bien porté en moi, porté en nous, le bruit soyeux du large. On va pouvoir enchaîner. Je crois que Philippe est dans les coulisses, donc Philippe va pouvoir rentrer et on va enchaîner. En tout cas, merci et un grand bravo au nom de la ville de Vichy et très honoré de vous avoir remis la médaille de la ville de Vichy. Bravo encore. Bravo. Bravo. Moi, je vous dis, le jury a eu raison. C'est un bon livre. Merci. Non, c'est vraiment beaucoup de plaisir. On connaît tous un peu l'Italie. J'imagine que dans la population française, il y a quelques millions de personnes qui ont été en Italie. Et donc, c'est un pays qu'on connaît un peu. Et il y a une particularité, c'est qu'on regrette toujours de ne pas assez le connaître. Vous dites ça à un moment dans le livre. On a envie d'en savoir plus à chaque fois qu'on va en Italie. Et voilà, et l'occasion, c'est de lire votre livre. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez été grand reporter au Figaro Magazine. Oui. Pour d'autres, pour Géo, pour Géo. Pour ensuite d'autres hebdomadaires. Et donc, vous connaissez énormément de contrées du monde. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a été fixé sur l'Italie de manière obsessionnelle depuis votre jeunesse, encore que, premier voyage en Italie, vous aviez 6-7 ans, votre père avait son bateau, et vous vous promenez le long des côtes de l'Adriatique. Mais, donc on se dit, quelqu'un qui a vu le monde entier, vous avez une maison en Amérique latine, etc. Enfin, on sent que vous connaissez les continents. Et donc on se dit, pourquoi a-t-elle pris le temps, l'envie et l'effort que ça demande d'écrire le livre que vous écrivez sur l'Italie? Est-ce que c'est un pays qui, à vos yeux, porte quelque chose qui vous a poussé à fournir cet effort de dire comment vous vivez l'Italie? Alors d'abord, ça n'a pas été un effort, ça a été une grande joie. Ensuite, pourquoi est-ce que je me suis mise à écrire ce livre? Tout simplement parce que, comme tout le monde, quand ça a été la fin du confinement, après cette période d'enfermement dont a parlé Tatiana Droné tout à l'heure, j'ai des prises de l'envie irrépressible de partir, mais pas de partir n'importe où, de prendre ma voiture et de partir pour l'Italie. Et c'est une envie qui a grandi, et donc j'étais à Toulouse, plutôt dans les Pyrénées. Au fur et à mesure que je roulais vers ce pays, j'ai eu cette envie, ça fait place à une immense joie, et qui s'est décuplée quand j'ai vu sur l'autoroute Genova. Voilà, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression non pas de partir vers l'Italie, mais d'arriver quelque part. Et je me suis interrogée sur la raison de ce bonheur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait au fond que j'ai eu tellement besoin de retourner en Italie, et particulièrement à Rome, mais que c'est en plus un sentiment tout à fait général. Quand vous parlez de l'Italie aux gens, il y a tout d'un coup quelque chose qui s'épanouit, il y a une dilatation de l'âme, et vous avez cet immense sourire. Et j'ai essayé de comprendre, donc de ville en ville, de voyage en voyage, que j'ai brodé des souvenirs de mes voyages antérieurs, des gens que j'ai pu connaître, de mes émotions. J'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui faisait jaillir ce sentiment et quel était ce miracle italien. Et j'ai compris de toute façon que peut-être que l'Italie, et c'est ce que j'ai voulu raconter,
était le dernier pays au monde où on pouvait encore croire au bonheur, en un avenir radieux, en tout cas au bonheur. Le bonheur simple de la contemplation, le bonheur tout simple dans l'art de vivre, cette façon qu'ont les Italiens d'habiter leurs rues, cette façon d'aimer leur histoire, cette façon de s'enchanter des présences qui les ont précédés, que ce soit Michel-Ange au-dessus à Carrare, que ce soit Léonard de Vinci en Toscane, parce que tous les grands artistes sont encore là où ils ont vécu. On sent leur présence, mais on sent leur présence parce qu'ils sont invités tous les jours, ne serait-ce que dans le menu d'une trattoria, ils sont invités tous les jours à rester là parce qu'ils ont sculpté tous ces paysages, et je dirais pas qu'ils ont sculpté le visage de ces Italiens. Ça, c'est la première chose que j'ai comprise au fur et à mesure de mes voyages en Italie. L'autre chose, c'est aussi la découverte de ce peuple italien. Cocteau, vous savez, disait des Français qui seraient joyeux en parlant des Italiens, c'est la définition qu'il en a donnée. Mais c'est vrai, c'est que au travers de ces 3000 ans d'histoire qui quand même les ont transportés, avec ces crises, ces révolutions, ces guerres, ces famines, cette pauvreté, la dureté de ce pays qui nous fait rêver, mais qui est d'une dureté terrible pour les gens qui y ont travaillé, cette pauvreté de la terre, eh bien, il y a chez eux quand même cette appartenance et cette façon d'être très joyeuse, de célébrer la vie. Voilà, ce carpe diem qui est purement italien et qui continue à nous inviter et à nous apprendre, en fait, d'une certaine façon, l'art de vivre. Vous avez rencontré Yves Bonnefoy avant de... C'est un projet un peu commun que vous aviez pour parler d'Italie, et vous dites qu'il citait Plotin lui-même, il disait « Personne n'y marcherait sur une terre étrangère ». Oui, ça c'est très très beau. Proximité quand même avec... Oui. Hein. C'est une chance que j'ai eue la très grande chance de fréquenter, de voir, d'aller prendre un thé souvent avec Yves Bonnefoy. Grand poète. Le grand poète Yves Bonnefoy. Et un jour, je lui avais demandé, je lui ai dit, vous savez, j'aimerais beaucoup faire un livre d'entretien sur Rome avec vous, parce que je savais combien il aimait Rome. Vous savez qu'il aimait particulièrement Nicolas Poussin, le peintre, et donc je lui avais rappelé il m'avait répondu par un courriel qui inaugure ce livre. Il m'avait dit, pour l'instant j'ai du travail, sa femme était très malade, on verra plus tard. Ce plus tard n'a jamais eu lieu, et c'est vrai que tout d'un coup c'est en lui que j'ai pensé, c'est un peu dans sa présence, de tout ce qu'il a pu me dire de l'Italie lui-même, de l'admiration qu'il avait, de la révérence qu'il avait pour ce pays, voilà, que j'ai un petit peu travaillé sur ce livre. Oui. Alors, vous parlez de l'Italie et de sa population. Et alors, vous dites à juste titre, quand on revient d'un pays, n'importe quel pays sur la planète, et qu'on vous demande à l'arrivée comment c'était, on dit c'était sympathique, etc. Et vous dites, il y a un seul pays, on ne dit pas c'était sympathique, on dit c'était follement sympathique. Oui. C'est la différence. Oui, il y a d'autres différences. Souvent aujourd'hui, il y a cette expression, j'avoue qu'elle m'horripile un peu, mais quand on dit « Ah, j'ai fait le Brésil » ou « J'ai fait Bali » ou « j'ai fait… » Bien, à contrario, l'Italie, c'est un pays qui nous fait. C'est un pays où on se retrouve. C'est un pays où on retrouve, au fond, ce qui fait l'essence même de notre appartenance à cette civilisation, cette merveilleuse civilisation occidentale, qu'évidemment, moi, je matine de christianisme, avec toutes ces valeurs d'universalité. Et puis, il y a quelque chose qui est magnifique, une leçon italienne à laquelle j'étais très sensible, c'est que c'est un pays qui s'est fait, il n'y a jamais eu... Après l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, il n'y a plus eu d'Italie. Il n'y a plus eu qu'une renaissance faite de ville en ville. Il y a des principautés, avec des villes en guerre avec les petits autres. royaumes. Alors, effectivement, ce sont des villes qui se sont fait la guerre. On connaît la guerre de Florence contre Milan pendant des siècles. Mais ils se sont fait la guerre aussi par la beauté. Et ça, c'est encore une grande leçon italienne. Parce qu'il fallait montrer, et pas uniquement par les armes, qu'on était le meilleur en allant auxir et le voisin. Il fallait montrer aussi qu'on avait une ouverture et un sens de la beauté en invitant les plus grands écrivains, en invitant les plus grands peintres, les plus beaux architectes. Et c'est ce qui nous reste quand on va en Italie, c'est que chaque village porte cette espèce de bonheur à être de ce village-là. Parce qu'en Italie, on n'est pas italien,
fierté comme ça. Voilà, cette fierté, et moi c'est une chose qui me touche. Quand je retourne en Italie, j'étais là, il y a 2 étés en Ligurie, j'ai des amis là-bas, c'est tout d'un coup ce retour, cette espèce, c'est comme les saumons qui remontent à la source, ce retour de tous ces Italiens, mais qui peuvent être des arrière-petits-enfants d'Italiens qui reviennent au village, et puis toute cette espèce d'immense cousinade, ce sens de la famille, ce respect immense pour les personnes âgées, et puis ces grands banquets dans les rues, et ces enfants qui courent, et puis il y a toujours la fête de quelque chose, la grande mostra. Alors ça peut être de la jonquille, ça peut être de l'andouillette du pays, ça peut être de quoi que ce soit, ou d'un moment de leur propre histoire. Et il y a toujours cette façon de construire l'avenir en fêtant le passé. Et ça, c'est magnifique, parce que ce qui est très beau aussi dans l'Italie, c'est qu'ils ne renient rien de leur passé. Ils sont capables, ils ont empilé les ruines romaines avec les plus belles églises de la Renaissance. Il y a aussi l'art fasciste. Il faut, là, quand on va se promener à Rome, il est vraiment idiot de le bouder. Cette nouvelle Rome dont avait rêvé Mussolini. Il y a toujours cette inspiration du passé qui construit l'avenir et dont le peuple italien est quand même le merveilleux artisan. Voilà, l'Italie, c'est un pays, un des derniers pays où l'échelle humaine reste l'échelle absolue de mesure de tout, et surtout celle de la beauté. Venise, alors je vais prendre 2 villes comme ça que j'ai prises au hasard parmi toutes les villes, évidemment, dont vous dites les impressions que vous avez ressenties en les visitant, ou en les revisitant et revisitant. Souvent, vous les avez plusieurs fois. Vous décrivez la ville de Venise, et d'abord vous dites, attention, si on veut vraiment comprendre Venise, pas à pied, pas en train, pas en avion, en bateau. Il faut aborder Venise en bateau, parce que vous dites Venise flotte. Quand on l'aborde en bateau, on s'aperçoit que cette ville flotte sur l'eau, entre le ciel et l'eau. Et c'est vrai, moi je suis allé plusieurs fois à Venise, je n'avais jamais vécu ce sentiment-là, et maintenant que vous me dites ça, je prendrai un bateau un jour et j'irai voir Venise de loin en bateau, parce que c'est important de voir ça. Oui, parce que moi j'ai eu donc cette chance d'avoir un père qui était voileux, et donc il nous faisait visiter toute l'Europe quand on était petits avec mon frère et ma sœur à partir de ce petit bateau à voile. Et un jour ils nous ont fait la surprise avec ma mère de nous dire, bon, vous allez dormir, on était en Dalmatie en face, et demain matin, vous allez avoir une surprise. Et je devais avoir 7 ou 8 ans. Et à l'aube... Vous croyez que c'était du chocolat? Ma mère nous a réveillés. Et alors, c'était extraordinaire parce que les voiles étaient tombées. Mon père a mis le moteur. Et d'abord, il y a eu cette impression d'arriver sur cet espace noir, comme vous savez, des ciseaux qui taillent, qui traçaient sa route comme des ciseaux dans un drap de soie. Et puis l'aube est arrivée et on a eu droit à une apparition. On a vu Venise apparaître comme un mirage. C'était une suspension. On ne savait plus si elle était faite d'azur, d'eau, si c'était un rêve. Et puis petit à petit, on l'a approchée comme un archipel. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir les îles San Giorgio Maggiore, ce petit port où on s'est arrêté. Et ça vous donne l'impression, ça vous donne d'abord cette espèce d'immense sensation, une des plus belles, je dirais, émotions artistiques que j'ai vécues dans ma vie et qui, curieusement et merveilleusement, se répète chaque fois que je repars pour Venise, parce que depuis, j'ai fait très attention. Là, évidemment, je ne peux pas arriver par la lagune, par la mer, mais je prends un taxi et quand j'arrive par la lagune, et c'est quelque chose qui est inoubliable. Et je crois que il faudrait emmener à Venise comme ça tous les gens qui font la guerre aujourd'hui. Parce que je crois que tous ceux qui décident des guerres aujourd'hui, parce que je crois qu'ils ne pourraient pas en sortir, je veux dire, leur bellicisme ne pourrait pas en sortir indemne. Surtout quand on s'aperçoit que le monde, ça montre la fragilité du monde. Hein? Ah oui, puis parce que effectivement, c'est l'exemple le plus vivant de la fragilité de ce qu'est la Terre, de notre globe. Oui, et de la fragilité de ce qu'a été ce moment merveilleux qu'est l'Italie dans l'histoire du monde. Et c'est vrai que Venise est fragile comme une bulle de savon et qu'elle nous oblige, elle fait plus que nous inviter, elle nous oblige effectivement à prendre conscience à notre responsabilité, aux soins que nous devons prendre de la beauté. Moi, c'est aussi une chose que m'a apprise l'Italie, c'est que quelquefois, quand on se dit, mais au fond, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis vivante? Pourquoi est-ce quelqu'un m'a sorti des ténèbres? Eh bien, Venise et l'Italie vous répondent qu'au fond, on est tous tenus de laisser le monde plus beau
quand on partira, que comme on l'a trouvé. Et cette leçon de beauté, de perfection, c'est quand même Venise qui nous le donne. Parce que de se dire le travail, la sueur, le sang qu'a demandé la construction de cette ville, sur cet endroit, cet espace absolument improbable de cette lagune qui devait être, qui d'ailleurs est toujours pleine de marais, de moustiques, de labyrinthes sous-marins, d'être arrivé à construire la basilique Saint-Marc, cette place, ces palais, ce soin qui a apporté, ce mélange et de sculpter cette lumière, parce que c'est une ville dont le grand architecte, effectivement, est la lumière. Et ça, c'est quelque chose qui est inouï et éternel, finalement. Éternel. Le plus beau est éternel, comme malgré tout. Ah oui. Hein, gagne toujours, comme vous le désirez. Et puis vous dites, Venise, c'est la musique. On ne peut pas... Quand on est à Venise... Toute l'Italie. Toute l'Italie, on oublie combien le nombre de compositeurs... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Galuppi, qui était un Vénitien. Je vous invite à l'écouter parce que c'est un délice. Évidemment, Vivaldi. Mais il ne faudrait pas croire, quand vous allez en Italie aujourd'hui, il ne faudrait pas croire que la musique qu'on entend soit jouée à des fins de plaisir des touristes qui passent. Il y a vraiment toujours quelque chose... D'ailleurs, la langue italienne est tellement musicale. C'est consubstantiel, le nombre de musiciens, le nombre de Monteverdi, enfin, je n'ai pas tous les citer. Et en plus, comme toujours, chaque ville avait ses musiciens avec son expression. Et vous entendez Pergolèse à Naples, vous entendez Monteverdi, vous entendez évidemment Vivaldi, et jusqu'aux Français qui ont été inspirés par la beauté, la musicalité de la langue. Et par exemple, à Venise, jusqu'à très peu, d'ailleurs je crois que c'est toujours le cas, on ne peut pas être gondolier si on ne sait pas chanter. Et il y a de très vieilles chansons qui appartiennent au répertoire des gondoliers. Et vous avez ce musicien français qui s'appelle Reynaldo Hahn, qui part pour Venise et entend les gondoliers le soir, et il en a le cœur labouré d'émotions. Que fait-il ? Il repart pour Paris et il écrit cette chanson extraordinaire qui s'appelle La Barchetta. Et vraiment écouter cette musique, et pour savoir si vraiment il a su saisir l'âme vénitienne, de cette musique vénitienne, de cette espèce de nostalgie profonde de sa propre histoire, de cette ville que chantent les gondoliers. Il revient à Venise, il va rendre visite à son ami Marcel Proust. Et pour savoir s'il a peut-être une petite chance d'avoir pu toucher l'âme des Vénitiens, il fait installer un piano dans une gondole, et le soir, il part sur cette gondole, il joue la barchetta et il la chante. Et il est très heureux, il écrit à un ami, et c'était merveilleux parce que tout d'un coup, j'ai vu les Vénitiens sortir, voilà, à leurs fenêtres, sur les trucs, et crier « Ancora, ancora ». Et voilà. Et c'est vrai que quand on écoute la barchetta, surtout chantée par... c'est vraiment merveilleux. Vous avez tout le clapotis de la lagune et le staccato comme ça des coups de gondole, voilà, de rame. Naples. Alors, vous avez une définition de Naples qui est assez simple. Elle est grecque et normande. Elle est espagnole et autrichienne. Elle est païenne et chrétienne. Elle est raffinée et crasseuse. Elle est athée et terriblement superstitieuse. Il y en a pour tout le monde, hein, je dirais, à Naples. Oui. Et c'est vrai que c'est une ville où tout est une surprise à chaque coin de rue, parce qu'on se dit c'est pas possible que tout ça soit ensemble dans la même ville. Oui, ben ça c'est une quintessence italienne, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette espèce d'entassement de tout, tout est accueilli, tout est posé là. Et, tout à sa place aussi. Et tout à sa place, et il y a une harmonie qui s'en dégage de façon extraordinaire. Et puis Naples, c'est une mal-aimée, parce que c'est comme Gênes, hein, les gens s'arrêtent, alors un peu. Oui, à cause des îles. Alors, les gens se passent à Naples et puis ils partent pour Pompéi ou pour Herculanum, ou ils partent pour Capri, Paestum et les îles du... Et c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que c'est une ville qui peut être dangereuse, je ne peux pas dire le contraire, mais il y a quand même
ce mélange incroyable. Moi, j'aime passionnément l'Espagne avec l'Italie, mais j'aime aussi profondément l'Espagne. Et il y a cette espèce de quintessence. En fait, par moments, on est tout le temps entre ce côté profondément espagnol, dans cette verticalité, ce panache, et de totalement languide et voluptueux qui est propre à l'Italie. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai toujours trouvée très étonnante, c'est comment chaque pays d'Europe qui nous constitue, puisque nous sommes des Européens, a su prendre dans l'histoire, dans des évangiles, dans le christianisme qui est quand même au fondement même de notre civilisation, un moment qui lui correspond. Quand vous allez en Espagne, vous avez le Christ ne monte jamais au ciel. Il est toujours sur sa croix, il est toujours en passion, il a toujours son sang, la couronne d'épines. Quand vous allez en Italie, eh bien c'est la nativité, c'est le sourire de la Vierge, c'est le bambini, ça c'est quelque chose de... C'est cette immense douceur féminine qu'on retrouve d'ailleurs dans la vie italienne avec l'importance de la mamma. Hein. Vous savez que moi j'ai ma cousine qui a épousé un Italien, quand elle m'a dit son premier amour de mon mari, ça reste la mère. Oui, hein. Sa femme est toujours la deuxième femme de sa vie. Elle me dit, et il lui téléphone plus qu'à moi. Et je dis, mais c'est lui. Elle m'a dit, non, tous les Italiens. Mais il y a, vrai, oui. Voilà, il y a la maman qui préside à la vie, à la vie, qui garde les enfants. Et ça, c'est magnifique, ce côté tellement féminin, tellement maternel même. Et puis quand vous allez en Russie, eh ben, c'est le Christ en gloire, c'est le Christ Pantocrator, c'est tout d'un coup on va dire, cette culture de cette préparation à l'au-delà. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais et en France, on se situe où? Bah, vous savez que nous sommes le pays de la raison, bien sûr. Nous avons oublié tout ça. C'est peut-être un progrès, à certains points de vue. Qui sait? Et un paradis habité par des diables, j'ai bien aimé ça, Naples, parce que c'est vrai. C'est un paradis, et il y a quand même pas mal de gens qui se baladent la main baladeuse et qui cherchent... et puis des violences dans la rue aussi. Hein. On sent que c'est une ville de tension. À Venise, par exemple, on voit très rarement des gens se prendre... Parce qu'effectivement, Venise, enfin, sauf si on va sur le côté, sur le Dorso d'Ouro, vers la place Sainte-Marguerite, là c'est plus simple, mais sinon c'est devenu, hélas, je dirais, une ville de tourisme. Oui, c'est vrai. Mais Naples n'est pas encore une ville de tourisme, elle commence, et il y a toute cette... Il y a des rudesses à Naples. Ah oui, non, mais je dis bien, hein, il ne faut pas se tromper. Il y a des quartiers dans lesquels il faut faire très attention, il ne faut pas trop aller. Vous avez la Camorra qui est quand même très présente. Moi, j'ai eu quelques frissons de peur, je suis un peu inconsciente, mais c'est arrivé, je me rappelle la fois où j'ai voulu partir du château en bas jusqu'au Capodimonte à pied, parce qu'autrefois, il y avait de grands escaliers qui permettaient à la cour d'aller prendre l'air en hauteur. Et donc, il y a une route qui a été construite, et ces grands escaliers ont été couverts, passent maintenant dans des tunnels. Et donc, heureusement, je m'habille toujours comme un sac, et j'ai jamais rien de visible sur moi quand je visite un pays. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans le premier tunnel. Et puis, vous savez, j'ai senti des vies autour de moi, mais j'irais presque dans la lueur des yeux des gens qui étaient là. Et je me suis rendu compte que je traversais un squat de drogués, mais alors de drogués purs et durs, hein, des fous de la seringue. Et là, j'ai commencé à avoir le cœur et je me suis dit, bon, marche d'un pas vif, ne te retourne pas, ne fais pas marche arrière, ne cours pas. Je suis arrivée aux premières marches et là, je me suis dit, ah, c'est terminé. Et plus je passais de tunnel, et plus ça devenait terrible, épouvantable, parce qu'évidemment, plus c'était loin d'une possible intrusion de la police. Et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, aussi de la misère. Il y a très peu, il faut le dire, d'aide sociale, hein, et de la misère, et puis du travail de la pieuvre, comme on l'appelle, de ce travail terrible, notamment auprès de la jeunesse et la mafia, dont je parle aussi dans le livre. Hein. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelque chose dont vous parlez, dont vous dites que ça plane au-dessus de toute l'Italie, et c'est au-dessus de tout, c'est la langue italienne. Oui, c'est ce qui fait la nation. C'est ce qui fait l'âme italienne. Et d'ailleurs, quand vous allez dans des pays où la diaspora italienne est quand même restée, parce que c'est un pays dont la rudesse a envoyé beaucoup de ses enfants très loin, mais il y a toujours cet italien qui est parlé, qu'on continue à parler. Moi, je disais que voilà, je vais passer beaucoup de temps en Argentine. En Argentine, il y a toute une diaspora italienne, et j'ai rencontré des gens dont c'est l'arrière-grand-père qui était donc 3 générations. Carrément aux origines de l'Argentine, et ils continuent de parler italien entre eux, et ça marquait carrément la culture. En Argentine, vous savez qu'il y a une corruption, vous savez,
l'état de ce pays, la politique telle qu'elle est. Et donc il y a un clientélisme politique énorme. Et donc les Argentins qui parlent espagnol appellent tous les fonctionnaires qui sont placés là et qui ne font rien, pour des sommes colossales, les gnocchis. Donc j'ai demandé, mais pourquoi vous les appelez les gnocchis? Parce qu'ils ont gardé la tradition italienne, le dernier jour du mois, de préparer des gnocchis et qui continuent effectivement en Italie parce que ça porte bonheur, de la même façon que les Argentins mangent des lentilles le 1er janvier parce que, comme tous les Italiens, ça porte bonheur. Et il y a effectivement ce bagage de l'Italie, et il n'y a rien de plus vivant que l'association de Dante Alighieri qui a été créée parce que ça fédère absolument tous les amoureux de la langue italienne. C'est la patrie de l'italien, c'est la patrie des Italiens, c'est la langue. Absolument. Plus que le drapeau, par exemple. Non, ça représente... Non, et puis il continue à y avoir aujourd'hui des détestations franches et massives des villes entre elles. Moi, très souvent, on me dit « Ah, mais non, mais tu parles là. » Mais non, mais une amie de Florence qui me disait comme si Livourne était très loin. « Ah, mais non, mais tu comprends que c'est la vulgarité de Livourne. » Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et vous dites que la rue italienne... ce qui s'y passe, la liberté, le sens de la fête, c'est là où on trouve ça en Europe en ce moment. C'est une particularité de l'Italie, c'est de voir que ces rues, ces fêtes locales, etc. Et la passeggietta, le soir, c'est quand même extraordinaire. Tout le monde se fait beau et les gens continuent à se faire beau. Ça continue. Ah mais oui, mais non, mais ça c'est bien sûr, ça, oui. Absolument le soir. Parce que beaucoup de pays ont changé les 30 dernières années. L'Espagne, moi j'ai une maison dans les Pyrénées, mon mari est pyrénéen. Mais quand je veux, j'ai des amis qui viennent. Quand on va aller passer une soirée, on va dire festive et joyeuse, on traverse on passe la frontière et on va en Espagne. On a l'impression, quand on est dans les petits villages, je dis toujours, il y a une bombe atomique, tout est fermé. À l'été, à 8h30 du soir, il n'y a personne. Vous arrivez en Espagne, tout le monde est dehors. C'est vrai, bien, en Italie, c'est la même chose. Et le soir, vous avez... Alors, c'est très joli parce que vous avez ces générations qui se croisent comme ça en flux. Alors, vous avez les adolescents, là, avec les derniers trucs de bienvoyants, avec la musique. Vous avez les personnes âgées, puis ceux qui sont sur les bancs, et toute la ville, comme ça, quelle qu'elle soit, se promène dehors. On dirait un grand torrent de personnes qui vous parlent. On va manger des glaces, et tout le monde, ça concerne tout le monde. Ah, ça concerne tout le monde. Personne ne s'abstiendrait de cette promenade du soir, de cette passeggietta qui est effectivement... on s'échange des nouvelles, on s'inquiète de quelqu'un qui n'est pas présent. Et ça, c'est que ce soit en Sicile, qui pourtant, quand on y arrive, les Siciliens sont à la fois très hospitaliers quand vous les connaissez, mais très fermés quand on les approche. Et là, tout d'un coup, on a l'impression, vous savez, comme le printemps, tout d'un coup, vous avez l'épanouissement d'une fleur. Voilà, c'est l'heure où la population s'épanouit. Et ça, c'est très touchant, et quel que soit l'endroit en Italie. Je me suis demandé à la lecture de tout ça, est-ce qu'il y a un endroit, parce que vous ne le signalez pas précisément, j'imagine que c'est à propos, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un endroit, parce que vous connaissez l'Italie depuis tellement longtemps, puisque vous aviez 6-7 ans, vos premiers pas italiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a rattaché pour toujours à l'Italie? Un jour où vous l'avez vu, et vous se dites, finalement, comme pour reprendre le début de notre conversation, mes pas ne seront jamais étrangers dans cette terre. Oui, à la lumière, partout. La ville de Rome, alors ça, et puis Rome a cette quand même particularité extraordinaire, qui est quand même une capitale universelle. Hein. C'est là quand même un nom qui retentit partout. Mais d'être à la fois délicieusement désuète et provinciale, et tellement humaine. C'est une ville qui est, je vais être vulgaire, mais qui est bordélique. C'est une ville où même malgré le tourisme, il y a toujours ce chaos. Et puis moi, ce que j'aime en Italie, par exemple, il n'y a pas de trottoir. Vous avez encore les mêmes dalles qu'ont dû poser les Romains, ces grandes dalles noires dans les rues, dans le centre, hein, sur le Tibre, avec ces Vespas qui tressautent comme ça, et qui vous font tressauter
sautez vous aussi pour les éviter. Et il y a effectivement, tous les immeubles, les palais sont posés comme des bibelots. Tout ça se joue, c'est avec des églises baroques, des plus anciennes chapelles, et puis les gens qui sont dans la rue, et puis les diseuses de Bonaventure qui appartiennent au paysage. Et j'ai toujours, quand j'y pense, une pensée émue, je le raconte. Donc cette nuit, ou cette nuit place Navone, où je m'étais arrêtée comme ça sur ces chaises oubliées, parce que tout d'un coup, on avait l'impression d'un théâtre et de gens qui avaient oublié cette fontaine qui était là comme un accessoire. Et il y avait, malgré l'heure très très avancée, une diseuse de Bonaventure qui disait son aventure à une vieille dame dans un manteau de fourrure, et elle lui prédisait l'avenir et des choses d'amour. Et ça, j'étais tellement bouleversée par cette foi en l'avenir, qui est quand même aussi quelque chose de profondément italien. Ce mélange de fatalité. C'est une merveille, ça mérite un tableau, ça. Hein. Ah oui, mais ce mélange de fatalité et tout d'un coup de cette dilatation qu'on a à l'heure qui passe au temps qui vient. C'est vrai. Alors, une avant-dernière question. Des voyages en Italie écrits par des grands écrivains, il y en a Stendhal, Lamartine, Chateaubriand, Dumas, Proust, ça c'est pour l'Italie. Il n'y a pas un intellectuel européen qui est de renom mondial qui n'ait été en Italie et qui ait souvent été écrit sur son voyage. Et alors je me suis dit, j'aurais été à votre place, j'aurais hésité. Mais moi, je suis totalement inconsciente. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quand on me demande quelle est ma plus grande qualité, je dis l'enthousiasme, et mon plus grand défaut, c'est l'enthousiasme aussi. Donc voilà, non, mais c'est un pays qui m'a tellement enthousiasmée. Vous n'êtes pas posé de questions, quoi. Non, et puis bon, je vous dis, il y a eu ce besoin, après ce confinement, tout d'un coup, d'aller dans un endroit, vous savez, on me disait c'est le nouveau monde, et puis c'était terrible, parce qu'il nous attendait oui, c'est vrai, nouvel univers dans lequel on vit encore, ce côté désespéré, tellement fort en France. Tout d'un coup, on a envie effectivement de renouer avec quelque chose de joyeux, puis je dis avec cette échelle humaine, dans ce monde d'une technologie impitoyable, où même l'art, la technique a pris le pas sur l'art. Quand vous voyez maintenant les grands immeubles, les grandes qui se construisent, c'est pour montrer comment on arrive à déglinguer une forme, où est le chiffre d'or, mais c'est... le nombre d'or. Parce qu'on fait... Voilà, le nombre d'or, on fait des démonstrations de la surpuissance de la technique et de la technologie. Mais vous n'avez pas ça en Italie. Il y a encore chaque fois cette espèce de respect, comme je dis, de cette échelle merveilleuse qui est la taille d'un homme et de ses attentes. Ben écoutez, vous avez très bien fait, malgré tous vos prestigieux anciens, de nous parler d'Italie dans ce livre. Et honnêtement, à la lecture de ce livre, et en vous entendant surtout, parce que vous en parlez magnifiquement bien, avec toute la douceur qu'il faut pour qu'on comprenne ce que c'est que l'Italie. C'est pas un pays comme un autre, donc on en parle différemment des autres. Et je préfère visiter l'Italie en vous suivant qu'en suivant quelques guides. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous avec Christiane Rancé aux signatures et aux auteurs. Merci.